Cet événement est organisé dans le cadre de la journée, comme je le disais, internationale des droits des femmes qui a eu lieu la semaine passée, donc principalement commémoration le 8 mars 2023. Il est normal que vous voyez aussi votre caméra. Il s'agit donc d'une formule webinaire. Vous pouvez éventuellement poser vos questions à travers la boîte à questions prévue à cet effet dans le cadre de Zoom, Q&A. Pour toute question qui a lien avec le recrutement, donc le recrutement pour faire du volontariat dans le cadre du programme clé, je vous invite à vous référer au site web du programme clé ou à l'adresse courriel qui sera partagée à différentes reprises, notamment dans la boîte de discussion prévue à cet effet. Alors, donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous présenter nos 3 panélistes d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir des représentants du Sénégal, représentantes du Sénégal et également de la Guinée. Donc, Madame Anasso, chef du bureau promotion d'égalité et de la promotion scolaire d'excellence des filles auprès du ministère de l'Éducation nationale qui est au Sénégal, et également Madame Aïssatou Djibril Diallo, qui est chargée des cours en Guinée, qui va nous faire un témoignage sur son parcours en tant que professeur et à l'école en fait nationale des postes et de télécommunications du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la Guinée. Et nous avons également Monsieur Jean-Charles Milimono, chef du service genre et équité du ministère engagement technique et de la formation professionnelle de la Guinée avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Anna So, chef du bureau promotion de l'excellence scolaire de la direction de l'enseignement moyen secondaire général du Sénégal. Madame Anassou, la parole est à vous. Si vous pouvez peut-être vous présenter, nous en dire plus sur votre parcours en tant que femme engagée, leader auprès du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Et nous reviendrons aux questions plus tard. Madame Anassou, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Olga. Je salue tous ceux qui sont, celles et ceux qui sont en ligne. Et c'est pour moi un grand honneur de représenter le ministère de l'Éducation nationale à cette rencontre virtuelle dont vraiment je salue aussi l'importance. Je suis Madame Anna Sow. Je suis chef du bureau promotion des filles et éducation inclusive. J'ai quitté récemment le bureau promotion de l'excellence scolaire et communication de la direction de l'enseignement moyen secondaire général pour occuper le bureau promotion des filles et éducation inclusive. Moi, j'ai un parcours simple. Je suis professeur de français de formation. J'ai eu à faire pour décloisonner le savoir un peu, c'est ce que je voulais montrer en exemple aux filles s'il en fallait. J'ai fait en tant que littéraire un MBA en administration et gestion, mais à force de parler des questions d'égalité et d'équité, d'avoir à intervenir dans des panels en tant que panéliste ou modératrice, je suis allée faire un master en genre et consolidation de la paix pour mieux appréhender ces questions d'égalité de genre. Et c'est peut-être ce qui m'a valu d'occuper aujourd'hui
le bureau genre un peu de la direction de l'enseignement moyen secondaire général du ministère de l'Éducation nationale, dénommé précisément Promotion des filles et éducation inclusive. Donc, voilà en quelque sorte, et je m'active dans tout ce que le ministère fait au bénéfice des garçons et filles, et particulièrement des filles, pour la promotion de leur éducation jusqu'à terme. Voilà un peu pour démarrer ce que je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Sow. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à nos panélistes de la Guinée. Je vais commencer avec Monsieur Jean-Charles Milimono et ensuite Madame Aïssatou. Donc, vraiment, commencez par vous présenter avant que nous rentrions vivement dans le vif du sujet. Merci. Je m'excuse, Jean-Charles Milimono. Est-ce que vous pouvez... Moi, je m'appelle Jean-Charles Milimono. Oui, nous avons quelques soucis de connexion, je pense, ou de réception. Si vous parlez un petit peu plus fort ou espacé, je pense que ça ferait la... Allô, est-ce que vous nous recevez? Bon, je pense que nous avons quelques soucis de connexion avec Internet, chose qui arrive. Je suis sociologue de formation et jusqu'en 2019, j'ai été titulaire rural. En 2017, j'ai été Monsieur Milimono, si ça ne vous dérange pas, je pense que je vais passer à Madame Aïssatou. Allô? Monsieur Milimono, si ça ne vous dérange pas, je vais passer à Madame Aïssatou Djibril Diallo afin de pouvoir continuer en toute fluidité parce que nous avons quelques problèmes de connexion. En fait, nous n'arrivons pas à vous recevoir clairement. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Aïssatou Djibril Diallo. Je m'appelle Aïssatou Djibril Diallo. Je suis enseignante à l'École nationale des postes et télécommunications de Kipé. En fait, en ce qui concerne mon parcours, j'ai eu un parcours pas comme les autres, un peu difficile, étant donné que j'ai fait 4 fois le bac sans succès, ce qui a fait que j'ai quitté l'enseignement général pour m'orienter vers la formation professionnelle et où j'ai fait d'abord 2 ans en BEP et puis 2 ans en BTS. Après, j'ai fait 2 ans en licence. Donc, j'ai une licence en télécommunication et réseau. Et présentement, je suis en train de faire un master en sécurité informatique et réseau. En fait, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Diallo. Donc, nous allons revenir absolument vers vous pour des questions supplémentaires et en savoir plus justement sur votre parcours, sur les défis que vous avez eus et tout en jeu. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes rendu et qu'est-ce que vous pouvez nous recommander vis-à-vis des barrières, des défis et des enjeux auxquels peuvent faire face les filles et les femmes pour pouvoir accéder aux matières, non seulement aux matières, mais aussi aux emplois scientifiques dans le domaine scientifique et technologique considérés comme étant en majorité destinés aux hommes. Donc, peut-être nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Monsieur Jean-Charles Milimono nous reçoit très bien pour que nous puissions, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter comme il se doit?
Jean-Charles Milimono, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Et présenter davantage le ministère que vous représentez aujourd'hui, à savoir l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Oui. Jean-Charles, vous nous recevez? Bon. Allô? Oui, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement pour notre auditoire? Allô, vous me recevez? Oui, maintenant oui. Allez-y. Mon profil de sociologue, je suis dans ce service-là. Donc, nous avons... Bon, visiblement, nous avons définitivement des soucis de connexion avec la Guinée. Jean-Charles Milimono, je suis vraiment désolée. Nous allons devoir aller de l'avant, vu que le temps nous est compté, mais je reviendrai vers vous sans aucun doute pour que vous puissiez vous présenter et répondre aux questions qui intéresseront les participants à ce webinaire. Donc, Madame Anna So, j'ai quelques questions aujourd'hui pour vous. Est-ce que vous pourriez nous faire part de données récentes ou de statistiques probantes? Donc, que détient le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal concernant l'accès aux filles et aux femmes en matière de STEAM et d'éthique, donc de la technologie ou des matières scientifiques, technologie et communication et matières scientifiques. La parole est à vous. Merci Olga. Oui, nous avons des statistiques, nous avons des données. Chaque année, en fait, le ministère de l'Éducation nationale élabore un rapport, on l'appelle le rapport national du secteur de l'éducation, qui sort annuellement et qui fait état de la scolarisation de ces fils et des fils du pays en général, des données qui sont désagrégées, filles, garçons, et cela nous permet, en ce qui concerne le thème aujourd'hui, de pouvoir vous donner quelques chiffres. Nous pouvons dire déjà que la scolarisation au primaire, parce que nous partons de la scolarisation au départ pour voir quels sont les défis, aller vers la tendance qui se dessine pour l'orientation maintenant vers les filières scientifiques. Donc, nous savons qu'au Sénégal, la scolarisation au primaire est plus intense chez les filles. Nous avons chez les filles au primaire. Au niveau du moyen, donc chez les filles, on va dire 92,1% comparativement aux garçons, 80,4% selon le rapport national sur la situation de l'éducation en 2020. Le taux brut de scolarisation, ce qu'on appelle le TBS, du cycle moyen au niveau national, chez les filles est évalué à 58,3%. Chez les filles, c'est toujours supérieur au taux des garçons qui est de 50,8%. Le taux de transition de la troisième à la seconde et qui permet de mesurer l'accès à l'enseignement secondaire général est estimé à 57,2% pour les garçons contre 54,5% pour les filles. Donc, ces données nous montrent que du primaire au cycle secondaire, en passant par le moyen, dans le contingent d'élèves qui abandonnent l'école, la majorité sont des filles. Voilà. Donc, la majorité sont des filles. Et maintenant, au niveau du secondaire, la fréquentation des filières scientifiques et techniques,
Là aussi, nous avons des données. Donc, en 2020, nous avons des données de 2020, 21 et 22. En 2020, sur l'effectif des élèves orientés en seconde scientifique, les filles représentaient 25,6% contre 28,2% pour les garçons. En 2021, sur un effectif au niveau national, ça c'est ce qu'on appelle le taux de transition, mais scientifique tout simplement, national, 29,1%, la part des filles était de 28,2% contre 30,2% pour les garçons. En 2022, plus récemment, sur la part de nouveaux inscrits en seconde générale scientifique, dans les nouveaux inscrits en seconde générale, au niveau national, 26,8%, celle des filles est de 26,9%, inférieure donc à celle des garçons, 28,0%. Donc, c'est pour dire que ces statistiques-là, ces chiffres-là, nous montrent qu'on a un problème de maintien, d'abord, des filles, mais aussi de les faire orienter vers les filières scientifiques. D'abord, il faut d'abord les maintenir à l'école, ensuite les inciter à accéder aux filières scientifiques. Donc, c'est un réel défi. En attendant, voilà quelques chiffres. Si vous en avez besoin d'autres, peut-être on pourra ajouter. Voilà quelques chiffres qui montrent déjà qu'on a un problème d'orientation, d'incitation pour l'instant, d'inciter les filles aux filières scientifiques et technologiques. Donc, l'accès aux filières scientifiques demeure un réel problème pour les filles. Merci beaucoup, Madame Sow, pour toutes les données probantes que vous avez partagées. Je vais continuer en fait avec vous. Si vous permettez, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les principaux défis et ou mesures, en fait, également projets qui ont été mis en place par le MEN, donc le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir soutenir ou promouvoir justement l'accès des filles et des femmes dans ces différentes matières scientifiques et technologiques, incluant la communication. Donc, vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples de projets, mais aussi de partenariats, que ce soit de partenariats avec des organisations de la société civile au Sénégal ou avec des organisations à l'international, notamment au Canada, puisque nous représentons le programme clé et que ce webinaire n'aurait pas eu lieu sans le financement d'Affaires mondiales Canada. La parole est à vous. Merci beaucoup. D'abord, il faut dire que le ministère, au Sénégal, toutes les actions qui sont menées par nos partenaires scientifiques et techniques pour l'école viennent appuyer, accompagner la politique éducative déjà instituée. Il n'y a pas, en quelque sorte, d'actions à part qui viennent s'imposer. Donc, ce sont des actions qui sont définies. C'est une politique qui est définie. Et dans cette politique, il y a réellement et bien assumé la politique de promotion des filles, notamment dans les filières scientifiques. Et donc, effectivement, je parlais tout à l'heure de problèmes de maintien. Le Sénégal, déjà, pour maintenir les filles à l'école, a des dispositifs dont l'un des plus concrets est le système de réintégration scolaire après une grossesse. Je crois que c'est extrêmement important de le mentionner parce qu'on sait que celles qui abandonnent, c'est dans certaines localités du pays, leur abandon est souvent dû à une grossesse précoce, à un mariage précoce et autres. Donc, dans cette lutte-là, pour que la grossesse ne soit plus un frein à l'éducation des filles, il est possible, après une grossesse, de réintégrer l'école avec un dispositif légal bien défini. Maintenant, pour les filières scientifiques, d'abord, le ministère de l'Éducation nationale a institué depuis 2011 ce qu'on appelle le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. L'initiatrice, d'ailleurs, je la salue, je crois qu'elle est en ligne, Madame Ndiaye Khadi Sow de FAWE. Donc, depuis 2011 jusque-là, donc, nous faisons un concours au niveau national, Miss Mathématiques, Miss Sciences, pour célébrer, pour fêter les filles qui se sont mieux distinguées dans les matières scientifiques et les honorer dans une grande fête, donc je dirais nationale. Donc ça, c'est ce que fait le ministère pour impulser. Mais au-delà, il y a une stratégie nationale
une stratégie nationale qui est là pour dont la mise en œuvre, c'est pour la promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie, pour qu'à l'horizon 2030, 60% de nos lycéennes et lycéens soient dans les séries scientifiques. Et donc, la mise en œuvre est lancée pour que cela arrive. Mais, comme je le disais, nous avons des partenaires techniques et financiers qui nous aident, qui nous appuient, qui viennent accompagner cette vision-là pour que cela puisse se réaliser. Nous avons notamment Union mondiale Canada qui est presque dans beaucoup de nos activités, parce que même lorsque nous avons un partenaire technique et financier, il y a il y a Union mondiale Canada qui vient appuyer. Nous l'avons vu avec le projet pour la protection des enfants avec l'UNICEF. Nous savons aussi que l'Union mondiale Canada vient appuyer. Nous avons des actions qui sont menées donc par des ONG validées par le ministère de l'Éducation nationale, autorisées et validées. Nous avons Aide et Action qui vient avec la Fondation Sonatel et octroyer des bourses aux filles, par exemple. Octroyer des bourses aux filles, donner par exemple accompagner pour les menstrues, la gestion des menstrues. Là aussi, c'est important parce que ce sont des concours de circonstances qui vont aider la fille à rester à l'école et à exceller dans ses études. Nous avons notamment FAWE, j'en parlais tout à l'heure, le FAWE qui met en œuvre des stratégies à travers le plaidoyer, la sensibilisation, mais aussi qui fait une sorte de démonstration parfois, qui montre des modèles. Ils ont un dispositif qui montre des modèles de femmes d'un parcours scientifique réussi. C'est important aussi parce que même, je parlais de Miss Mathématiques, Miss Sciences, chaque année, la marraine, c'est toujours une femme qui a réussi et qui a eu un parcours scientifique. Nous avons Plan International, nous avons l'USAID, nous avons beaucoup de partenaires, hein, beaucoup de partenaires qui nous aident dans la mise en œuvre de la politique de promotion de l'éducation des filles. Merci beaucoup, Madame Sow. Donc, pour rebondir un peu sur ce que vous avez apporté comme information très intéressante, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, donc le programme clé, comme je le disais à l'introduction, financé par Affaires mondiales Canada, c'est un programme qui est mis en œuvre par la Fondation Paul-Gérard Lajoie au Canada, Éducation internationale et la Fédération des cégeps. Et en partenariat avec l'IFEF, donc l'Institut de la francophonie, et également le FAWE, donc, dont Madame Sow a parlé, donc le Forum des éducatrices, éducatrices africaines. Pardon. Donc, pour rappel, ce programme a pour objectif d'améliorer le bien-être économique et social des personnes en situation de vulnérabilité et marginalisées, donc les personnes les plus vulnérables, notamment les filles et les femmes, raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui ce webinaire, vu que nous avons plusieurs stratégies dans le cadre du programme clé, notamment une stratégie en éducation, mais également une stratégie en égalité de genre et inclusion. Et nous intervenons dans 6 pays, on peut dire 7 en fait, donc le Togo, le Rwanda, le Bénin, la Guinée, le Sénégal, dont nous avons Madame Sow qui est la représentante, une des représentantes de partenaires, donc le Cameroun et au Canada également, vu que nous avons tout un volet d'engagement public. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Aïssatou Djibril Diallo, qui va nous partager un peu son parcours, et je reviendrai vers vous, Madame Sow, pour en savoir plus au niveau également des défis et des besoins auxquels font face non seulement les filles et les femmes que vous aidez dans le cadre des différents projets que vous mettez en œuvre au sein du MEN. Mais pour varier un peu les interventions, nous passons maintenant à Aïssatou Djibril Diallo.
Bonjour, Madame Aïssatou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Comment vous êtes arrivé en fait à aller vers cette carrière aujourd'hui? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Voilà. On va commencer déjà par là, par ces questions-là, avant d'enchaîner au niveau des recommandations que vous pourriez faire aux filles et aux femmes. La parole est à vous. Merci, Olga. Merci, Olga. Bon, les défis rencontrés pendant, par exemple, pendant le moment du cursus, ou bien les défis que je rencontre maintenant. Pendant le cursus, ça n'a pas été facile, en ce sens que, au fait, c'est les échecs que j'ai eus pendant les examens, notamment pendant le bac, c'est ça. C'est les difficultés que j'ai rencontrées. Maintenant là, les difficultés que je rencontre maintenant là, c'est au moment des formations, lorsqu'il s'agit de faire des travaux de groupe. En tant que femme, j'ai des difficultés à m'affirmer, surtout si dans le groupe, la majeure partie, c'est des hommes. Et le plus souvent, ce n'est pas facile qu'ils acceptent de prendre mon avis en compte. Il va falloir que j'assiste à plusieurs fois à des choses comme ça. C'est des difficultés que je rencontre, mais puisque étant persuadée que j'ai le même niveau qu'eux, je suis capable de travailler comme eux. Donc, ce qui fait que je continue toujours à être en place et d'essayer de faire le mieux afin que je puisse répondre à l'attente à laquelle je suis assignée. Merci. Et est-ce que, au-delà donc de l'intérêt personnel que vous avez eu, je comprends que vous avez dû faire face à des défis, notamment, vous me corrigerez si je me trompe, parce que vous avez dû faire face à des défis en termes de discrimination sexiste. Vous me dites là que vous avez de la difficulté à faire entendre votre voix en tant que femme, parce que vous seriez, en tant que chargée des cours, toujours en situation de minorité. Vous me dites si je me trompe. Est-ce que vous avez pu peut-être voir une certaine évolution? Est-ce qu'il y a au cours des dernières années ou pas? En tant que femme, je n'ai pas eu de discrimination. Je n'ai pas été en face d'une discrimination sexiste. Ça, je ne peux pas le dire depuis les études jusqu'à maintenant. Mais la difficulté que j'ai rencontrée en tant que la discrimination que j'ai rencontrée, c'est pendant les travaux de groupe, la difficulté de communiquer, de faire en sorte que mon idée soit acceptée par les hommes, c'est ça. C'est la difficulté là que je rencontre souvent. Mais c'est ce que je rencontre, pas non, jusqu'à ce jour-là. Et est-ce que, en tant que chargée de cours, vous pouvez nous donner un certain aperçu, en fait, le nombre d'élèves, d'apprenantes, filles, femmes que vous avez en classe? Est-ce que vous avez pu avoir une certaine évolution au cours des 2-3 dernières années? Est-ce que vous voyez plus de filles, de femmes qui s'intéressent ou qui ont accès plutôt à la matière que vous enseignez, qui est très technique et assez dans le domaine technologique? Oui, Olga, merci pour cette question. Ce que je peux vous dire, il y a une nette évolution. Au début, quand j'ai commencé à donner des cours dans mes salles de classe, par classe, je peux avoir par exemple 2 filles, 3 filles apprenantes pour la technique, puisque la matière que je donne, c'est une matière de pratique, de l'électronique. Mais au fur et à mesure, par exemple, quand je prends cette année, pour les 2 promotions réunies, j'ai près de 17 filles. Donc, je me dis que vraiment, il y a eu une évolution.
17 filles sur combien? Sur près de 150. Sur près Ok. de 150. Les deux classes réunies. Comparé à l'année passée qui était à combien de filles? Pour qu'on Bon, puisse avoir une sorte d'estimation. 12, près de 12. D'accord. 12 pour les deux classes réunies. Ok. Et c'est des classes de quel niveau pour C'est des classes de BTS. BTS? Des classes de BTS niveau première année. Ok, super. Et est-ce que vous pensez que il y a eu des mesures de la part de ministères, justement, ministère de l'Éducation, qui ont facilité cet accès-là au niveau des filles? Est-ce que vous pensez qu'il y a des projets au niveau communautaire aussi qui ont permis cette évolution dont vous parlez? Par exemple, des bourses ou des concours ou toute autre initiative qui aurait été mise en place au niveau Oui, gouvernemental à ou mon avis, il y a institutionnel? eu ces avancées. À mon avis, il y a eu les avancées qu'on est en train de constater maintenant, là, c'est grâce au travail des nouvelles autorités sur place. Puisque depuis leur arrivée, vraiment, ils ont mis les jeunes et les femmes au centre du développement de la Guinée. Ce qui fait que beaucoup de filles se sont senties intéressées par les matières techniques. Je peux le dire, c'est grâce à la politique gouvernementale actuelle. À travers non seulement la multiplication des informations, la communication, parce qu'avant, on ne communiquait pas. Et les étudiantes ne connaissaient pas l'existence des écoles professionnelles. Les écoles professionnelles n'étaient pas connues. Et les écoles professionnelles étaient devenues comme des lieux où on stockait les gens qui n'ont pas de niveau. Mais depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités, vraiment, on assiste à des améliorations. Super, merci beaucoup. À travers les actions posées. C'est le concours, par exemple, d'accès. Le concours d'accès a été valorisé. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut accéder à nos écoles. Ça, c'est une avancée qu'il faut saluer. Ça, c'est à l'actif des nouvelles autorités. Donc, la façon de sélectionner les étudiants et le résultat, tout ça là a contribué. Et ceux qui sont là parce qu'ils ont envie de faire, parce que celles qui sont là, que ce soit garçons ou filles, ceux qui sont là, surtout les filles, sont là juste parce qu'elles veulent faire la technique. Elles ont choisi de faire la technique, donc c'est pour ça qu'elles sont là. Super, merci beaucoup, Madame Aïssatou Djibril Diallo. On va revenir vers vous pour avoir vos recommandations parce que je vois déjà plusieurs questions dans le chat à cet effet. J'aimerais demander à Monsieur Jean-Charles Milemono donc de voir si la connexion est revenue à votre niveau. Oui, est-ce que vous nous recevez, Jean-Charles Milemono? Je vous reçois très bien. Je vous reçois très Super. bien. Je pense que nous aussi, on vous reçoit enfin très bien. Et nous sommes ravis. Donc, Jean-Charles Milemono, chef du service genre du ministère Enseignement technique et de la formation professionnelle de la Guinée. Donc, peut-être nous dire quelques mots sur votre parcours très brièvement et également un peu comme Madame So, quelles sont les mesures qui ont été initiatives en fait mises en place par le ministère pour pouvoir favoriser la promotion des filles et des femmes à l'accès aux matières scientifiques et également à la technologie et communication en Guinée. Très bien. Alors, bonjour, rebonjour. Donc, acceptez que j'évolue comme ça sans caméra parce que nous avons un problème de connexion. Alors, mon parcours, il est très simple. Je me suis retrouvé au service genre et équité en 2017. Donc, depuis lors, j'œuvre dans ce domaine-là
sans relâche et de guerre lasse. Nous avons reçu beaucoup de formations en JAR. Et aujourd'hui, le dynamisme de mon équipe et de moi-même ont fait en sorte que le ministère aujourd'hui nous porte entièrement confiance dans le domaine du genre. Donc, pour commencer, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur une petite nuance concernant le système éducatif en Guinée. Je viens d'écouter notre homologue du Sénégal. Alors, sachez qu'en Guinée, le système éducatif est divisé en 3 entités. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il y a le ministère de l'Enseignement pré-universitaire et il y a le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Alors, contrairement au Sénégal où il y a une seule entité du système éducatif, nous ici, nous avons 3 entités qui représentent le système éducatif. Et dans le domaine du genre, il y a le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables qui a le lead en matière de promotion du genre en Guinée. Donc, ceci étant, il nous guide, il nous coach sur toutes les questions liées au genre. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement technique, pour ma part, nous sommes, mon collègue est à côté, nous sommes, disons, à nos débuts. Nous commençons à peine à collecter quelques informations, quelques données, à maîtriser le domaine du genre dans tout le système éducatif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes attelés à vous donner quelques statistiques liées au genre, notamment dans le domaine de l'enseignement technique. Donc, à date, nous avons 52% des filles qui sont au niveau de l'enseignement technique, mais essentiellement axées dans le domaine du tertiaire, de la santé, etc. Et les filles sont beaucoup moins présentes au niveau des secteurs, des filières techniques comme la mécanique, comme la maçonnerie et autres là. Et notre action en décembre 2022 a été de mener une campagne de sensibilisation, notamment à l'intérieur du pays, dans 4 préfectures sur les 33 préfectures que compte la République de Guinée. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation dans 4 préfectures. Notamment, ces 4 préfectures étaient les préfectures les moins lésées en système de formation professionnelle. Donc, nous sommes allés dans ces zones-là et à travers cette campagne, 5000 jeunes filles ont été touchées par cette campagne et les jeunes filles et les parents d'élèves aussi ont été sensibilisés afin de laisser les jeunes filles intégrer les métiers techniques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'un des problèmes majeurs ici en Guinée pour l'éducation, c'est la rétention des filles. Donc, la campagne intéressait beaucoup plus les parents et en même temps les jeunes filles. Alors, concernant les avancées de l'enseignement technique dans ce sens-là, Madame Djibril vient de le dire, le ministère de l'enseignement technique a aujourd'hui en son sein une plateforme appelée Parcours Pro qui gère à la fois les effectifs des entrées et des sorties de nos apprenants et qui gère aussi à la fois les enseignants et aussi globalement tout le système de l'enseignement technique en général. Aussi, il y a une autre avancée aussi, contrairement parallèlement à ce que fait l'enseignement supérieur, en dotant les étudiants d'une bourse d'entretien, l'enseignement technique s'est battu à partir de cette année-là à octroyer une bourse d'entretien à tous les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Maintenant, concernant notre système proprement dit, nous avons 3 niveaux d'âge dans notre système éducatif. Nous avons le premier niveau de ceux du post-primaire. Ceux du post-primaire prennent en charge les enfants le plus souvent déscolarisés
qui sont abandonnés dans la rue, et puis on les forme au métier rapide, 6 mois, de 6 mois à 9 mois. Au-delà de cela, nous avons les centres de formation professionnelle dont l'accessibilité requiert le niveau d'études du brevet. Donc, ceux-ci aussi sont pris en charge. Et le troisième palier concerne les écoles du type ENAE, les écoles d'agriculture, d'élevage et d'agriculture, et puis les ENI, les écoles normales des instituteurs, qui, eux, nécessitent l'obtention du bac pour l'accessibilité dans nos structures de formation. Donc, en gros, voici un peu, en termes de spécificité guinéenne, comment nous sommes structurés dans le système éducatif en Guinée en général et celui de l'enseignement technique en particulier. Merci beaucoup, Jean-Charles. Donc, j'aimerais peut-être revenir un peu sur ce que vous avez mentionné par rapport à votre homologue, Madame So. Je vais lui laisser la parole tout de suite après. Je vois le temps filer. Nous n'allons pas tarder à clôturer ce webinaire, donc oui, au Sénégal, il n'y a pas qu'une seule entité au niveau du ministère de l'Éducation qui s'occupe de la question. Je sais qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale, mais également le ministère de l'Information. Donc, je vais laisser Madame So répondre à cette information à son niveau et peut-être aussi vous demander en termes de recommandations, et puis aussi en termes de perspective plutôt au niveau gouvernemental, qu'est-ce qui s'en vient, vu que ça reste quand même la thématique en 2023 qui a été mise de l'avant par les Nations Unies. Donc, l'accès des filles et des femmes au niveau des matières scientifiques et de la technologie et de la communication. Donc, peut-être dire quelques mots par rapport à ce fossé numérique qui se crée depuis plusieurs années, mais qu'on met de l'avant maintenant. Et aussi, j'avais une question principalement pour vous, Madame So et Jean-Charles, donc Monsieur Milimono, en termes d'accès, qu'est-ce qui est mis vraiment en œuvre au niveau de chacun des ministères, donc respectivement au Sénégal et en Guinée, pour rejoindre les groupes des personnes les plus vulnérables et marginalisées. On peut penser par exemple aux filles et aux femmes en milieu rural. On peut penser aux filles et aux femmes en situation de handicap ou celles et ceux qui ont une déficience visuelle. Donc, sans parler notamment de la précarité financière. Donc, si vous pouvez glisser un mot à cet effet pour donner plus d'informations à notre auditoire. Et je finirai en fait avec Madame Aïssatou Djibril Diallo au niveau des recommandations pour les filles et les femmes et au sein des organisations de coopération internationale, des éventuels bailleurs de fonds. Donc, Madame So, la parole est de nouveau à vous. Merci, Olga. Merci à Aïssatou aussi, à mon homologue. On en apprend, c'est ça l'intérêt du débat. Mais au Sénégal, moi, je représente le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal va du préscolaire au secondaire jusqu'au baccalauréat. Après, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est le secteur de l'éducation. Maintenant, il y a un ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'innovation. Ça, c'est le ministère de la formation professionnelle. Maintenant, le secteur de l'éducation regroupe tous les cycles de l'éducation. Maintenant, il y a des directions, bien sûr, pour chaque cycle. Et donc, le ministère, chaque année, il y a, nous produisons le rapport national pour le secteur de l'éducation. Et ce rapport-là prend en charge tous les secteurs de l'éducation, donc pour mettre en exergue les objectifs de départ, les réalisations, les limites, les défis, les points à améliorer, etc. C'est pour savoir à chaque fois sur quelle base repartir avec des données fiables pour faire mieux
justement évaluer si nous sommes bien dans la politique du paquet, du programme d'amélioration pour la qualité et l'équité, la transparence de l'éducation, qui est le cadre d'opérationnalisation justement de la politique éducative du Sénégal. Donc voilà, ce n'est pas tout le secteur de l'éducation n'est pas représenté par un seul ministère, justement. En passant d'ailleurs, on voit ailleurs où le ministère, le seul ministère, les 3 cycles sont séparés en 3 ministères. C'est le cas, par exemple, du Bénin. J'ai su ça récemment. J'y étais pour un séminaire. Il y a un ministère du primaire, un ministère du secondaire, un ministère, je crois, du préscolaire, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais il y a 3. Leurs 3 secteurs sont regroupés chez nous en un ministère. Voilà. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a une synergie des actions de chaque État pour pouvoir travailler ensemble et aboutir aux résultats escomptés dans le secteur de l'éducation, quelles que soient les divisions opérées en matière d'administration. Donc, voilà, je voulais l'accès. Je vais commencer par votre dernière question, j'en ai pour ne pas oublier. Ce que nous mettons en œuvre pour l'accès, je crois qu'on a toujours encore un problème d'accès, surtout du numérique, hein, d'éthique et autres. Nous avons appris des leçons de la COVID parce qu'on avait fermé les écoles, et il fallait continuer, il fallait une continuité pédagogique. Donc, il fallait continuer à faire apprendre les élèves. Et donc, on a initié, il fallait réagir et réagir vite. Et il n'y avait justement en ce moment-là que le numérique pour aider à continuer les enseignements apprentissages. Et pour cela, il fallait déployer des stratégies et des moyens. Déjà, l'accès à l'Internet était un problème. Il fallait aussi au moins que les coins les plus reculés puissent accéder à la radio, au moins à la télévision, pour que les cours qui se faisaient à travers un programme qui s'appelait « Apprendre à la maison » puissent effectivement se dérouler. Donc, je crois que la période de COVID nous a appris que nous ne pouvons plus, si nous en doutions, nous passer du numérique pour vraiment continuer à apprendre, à enseigner, à éduquer. Et donc, pour l'accès vraiment, on est dans le numérique. Il y a le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, le CIMEN, qui a une plateforme qui permet de mettre des outils, de mettre des contenus pédagogiques et de faire en sorte que chaque enseignant et chaque élève puisse avoir un numéro d'identification qui lui permette d'accéder à la plateforme pour pouvoir étudier, pour pouvoir continuer à apprendre même en dehors des salles de classe. Et donc, il y a toujours cette continuité. Et la politique du Sénégal s'inscrit dans l'agenda des Nations Unies. Il va sans dire que le thème majeur dont vous avez parlé et qui est cher aux Nations Unies reste aussi en ligne de mire dans toutes les actions que nous faisons. Quelles recommandations, qu'est-ce que nous faisons aussi pour les personnes les plus vulnérables, surtout en situation de handicap? Le rapport national de l'éducation, chaque année, a institué dans ses colonnes une cartographie des vulnérabilités. C'est-à-dire, chaque année, on sait qu'il y a autant un nombre précis, je voyais 1000 et quelques à peu près, 1200 à peu près, qui avaient été recensés en 2019. Je n'ai pas les dernières données justement sur moi, mais c'est pour vous dire qu'on sait, en tout cas pour le moyen secondaire, on sait au moins dans chaque école, depuis le primaire, combien d'enfants en situation de handicap, par exemple, nous avons. Et cela, c'est pour pouvoir les prendre en charge. Et dans la prise en charge, nous avons d'abord des partenaires techniques et financiers qui nous aident à renforcer les capacités des enseignants à la prise en charge de la vulnérabilité. Parce que ce que nous faisons, c'est qu'il y a déjà une loi d'orientation qui dit que maintenant, les personnes handicapées ne sont pas obligées d'être dans des structures spécialisées, qu'il faut les mettre dans les structures classiques et les prendre en charge pour éviter toute discrimination. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont dans les structures classiques. C'est une bonne chose, mais encore faudrait-il qu'on puisse les prendre en charge et prendre leur handicap en charge pour que, justement,
qu'ils puissent avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Et pour cela, nous sommes aidés par des partenaires d'aucuns prennent en charge la formation. Nous avons Humanité Inclusion, par exemple, qui prend en charge même jusqu'à l'appareillage des sourds-muets, qui va même prendre qui va, on va dire, intéresser financièrement des spécialistes qui seront des relais entre l'enseignant et les élèves sourds-muets. Là aussi, il faut prendre en compte l'aspect genre de cette couche-là. Parce que, par exemple, si nous prenons les malvoyantes, on va dire, c'est difficile, par exemple, en période de menstrue, de pouvoir se déployer à l'école. Je prends juste un exemple comme ça. Même là aussi, c'est pour dire qu'il faut vraiment aller dans le sens de pérenniser les bonnes actions qui existent, parce que malheureusement, certaines actions s'arrêtent avec l'arrêt d'un projet pilote. Et c'est ça qui est dommage. Il faut qu'on puisse pérenniser, il faut qu'on puisse mettre à l'échelle les bonnes actions. Nous sommes dans ça. Il faut qu'on aille aussi vers la budgétisation sensible aux genre, qui reste encore vraiment à être effective, hein, il faut le dire, mais nous y sommes. Nous ne lâchons pas, nous y sommes, voilà. Et peut-être encore encourager les filles à adopter les filières scientifiques, parce que les filles aujourd'hui, dès qu'elles y sont, elles montrent leur capacité. J'ai vu ici une question qui disait, est-ce que c'est un problème d'attitude ou d'aptitude? Je dis carrément que c'est un problème d'attitude, pas un problème d'aptitude du tout, parce que dès qu'elles y sont, elles montrent leurs compétences, elles sont très compétentes et parfois elles sont devant. L'objectif, ce n'est pas de les mettre devant tous les garçons, mais qu'il y ait équité, qu'il y ait justice, qu'il y ait égalité de chance et que chacune puisse déployer ses compétences pour le bien de l'apprenant, du système éducatif de nos enfants et du bien-être de tous. Merci beaucoup, Madame So. Je m'excuse de devoir vous couper tout de suite, mais je pense que ça a été très enrichissant et informatif pour l'ensemble de notre auditoire. Le temps nous est compté et il nous reste à peine, on va dire, 5 minutes. Je vais quand même laisser la parole à Madame Aïssatou pour... il nous reste 30 minutes, pardon. Merci d'arriver. Tant mieux. Nous sommes donc très bien parce qu'il y a plusieurs questions pendant que vous parliez qui sont arrivées dans le chat. Donc, nous aurions une demi-heure pour la période de questions, ce qui est formidable. Merci à Madame So donc d'être revenue sur... J'entends plusieurs engagements du MEN en lien aussi avec la stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre, donc qui a été renouvelée jusqu'en 2026 au Sénégal et aussi en lien avec le projet d'appui national pour l'équité et l'égalité de genre, donc le fameux PANSEG et pas mal d'autres activités et initiatives qui sont mises en place par le MEN au Sénégal. Donc, ça bouge beaucoup. Je vais passer à la Guinée et aussi merci pour les clarifications au niveau de la représentation des différents ministères en matière d'éducation. Je vais passer à la Guinée, donc je vais demander peut-être pour peut-être changer d'échelle et aussi de recommandations. Et ensuite, on va terminer avec Jean-Charles, Monsieur Jean-Charles Lomono. Madame Aïssatou Djibril Diallo, quelles sont vos principales recommandations que vous pourriez faire avec toute votre expérience en tant qu'enseignante chargée de cours dans un domaine assez technique et dans un profil, on va dire, académique, scientifique. Donc, quelles recommandations vous pourriez faire aux filles, aux femmes, en se basant sur votre parcours personnel, bien évidemment, mais aussi professionnel, et non seulement aux filles, aux femmes, mais également auprès des organisations de coopération internationale, considérant que si vous êtes présente aujourd'hui dans le cadre de ce panel, c'est parce que nous avons pu établir contact avec vous
via notre partenariat en Guinée, donc que le programme Clé met en œuvre en Guinée. Donc, voilà, on aimerait vraiment vous entendre là-dessus. La parole est à vous. Merci, Olga. En tant qu'enseignante, évoluant dans le domaine de la technologie, je vais donner quelques recommandations. Je vais essayer de proposer des recommandations afin que les autorités à tous les niveaux, les bailleurs de fonds, puissent nous aider afin qu'on puisse corriger cette situation qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on a moins de femmes qui migrent vers les technologies. La première recommandation que je vais donner, c'est de promouvoir la sensibilisation afin de démystifier les sciences et les technologies. Parce qu'en réalité, les sciences et les technologies ne font aucune discrimination entre le genre masculin et le genre féminin. Car elles sont toutes les deux à la portée de tout le monde. Donc, les barrières existantes ne sont que des barrières. Donc, les barrières existantes dans ce domaine sont imposées par la société. Plus loin, les spécialistes neurobiologistes du cerveau de l'homme et de femme sont les spécialistes neurobiologistes. Dans leurs recherches, ont démontré qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme au niveau de la fonction cognitive. Donc, ne puisse pas faire. Donc, je demande à ce qu'on multiplie les sensibilisations afin de démystifier les sciences et les technologies. Et puis, de nous aider à prendre en charge l'apprentissage du numérique dans le système éducatif. Puisque aujourd'hui, le numérique, la technologie est en pleine évolution. Les technologies sont incontournables dans le monde. Donc, de nous aider en matière de financement, de prise en charge et en matière d'équipement, notamment dans nos écoles, dans nos différentes écoles et institutions, et de favoriser, de nous aider à favoriser la mixité. La mixité des métiers techniques et scientifiques, de favoriser cela, en mettant en place des programmes favorisant cela. Et aux autorités d'accompagner vraiment les filles dans les filières techniques, de mettre en place des procédures d'accompagnement. Du point de vue matériel, du point de vue formation. Du point de vue formation. Bon, je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Madame Aïssatou. C'est très important ce que vous venez de mentionner. Peut-être, est-ce que vous pouvez en une phrase, peut-être, si vous auriez à faire une recommandation aux filles, aux femmes pour les matières scientifiques, qu'est-ce que vous leur diriez en tant que chargée de cours, en tant qu'enseignante? Parce qu'on s'entend que lorsqu'on parle d'accès aux STEAM et aux technologies, donc aux matières scientifiques et aux technologies, et quand on parle de fracture numérique, mais aussi au niveau des stéréotypes en lien avec les métiers qui sont considérés soi-disant masculins, soi-disant féminins, on veut encourager. Donc, il y a tout un volet sensibilisation à faire auprès des filles et aux femmes, mais non seulement auprès des personnes concernées principalement, mais il y a toute la sensibilisation à faire auprès de la communauté, auprès des familles. Donc, il y a tout le dialogue intergénérationnel qui est à prendre en considération aussi, mais aussi auprès
je vais dire, de ceux et celles qui peuvent servir de modèle, donc des enseignants et enseignantes, des membres de l'administration au niveau académique aussi. Donc, est-ce que vous pourriez, en une ou deux phrases, vraiment très brièvement, faire une ou deux recommandations à cet effet-là, en vous basant bien évidemment sur votre expérience personnelle et professionnelle en Guinée? Merci pour cette question. En ce qui concerne la recommandation que je vais proposer aux filles, c'est de se battre, de se préparer. La technique n'est pas difficile. La technique, c'est comme toutes les autres matières. Il suffit seulement de prendre le temps et de se donner, d'apprendre au fait. La technique, ce n'est pas une montagne. La technique, c'est comme les autres matières. En plus de ça, ce que je vais dire à mes sœurs, vraiment, c'est d'aller vers les métiers techniques, puisque la technologie, vraiment, c'est les métiers de l'avenir. Le métier de l'avenir, c'est la technologie. Donc, c'est d'aller vers ces métiers pour être vraiment parmi celles qui, pour être vraiment au niveau, pour participer au développement de notre pays, par exemple. Ce que je vais dire, de se battre, de vraiment, la technique, ce n'est pas difficile, il suffit seulement de travailler, seul le travail fait. De ne pas avoir peur des situations qui pourront se poser. La vie est faite comme ça, la vie est faite d'obstacles. Il suffit juste de trouver la méthode pour les franchir. Donc, c'est ce que j'ai à donner comme conseil à mes sœurs, comme recommandation. Merci beaucoup. Peut-être dernière question avant de passer à M. Jean-Charles Milmono. Est-ce que vous, en tant qu'enseignante chargée de cours, vous avez une approche différente lors de la pédagogie ou l'andragogie, en tout cas l'enseignement que vous menez en classe auprès des filles et des garçons, donc des jeunes adultes? Est-ce que vous avez une approche différenciée ou pas? Vraiment par curiosité en termes de pratique. Madame Aïssatou. Madame Aïssatou Djiri Diallo, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, oui. Oui, est-ce que vous avez une approche différenciée envers les filles ou les femmes, les jeunes femmes que vous avez dans vos cours? Ou pas? Oui, à des moments. À des moments. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez peut-être... C'est-à-dire, par exemple, à des moments, je rencontre des filles qui sont timides, qui sont très intelligentes, mais par exemple, qui ont peur de parler en public. Mais quand il s'agit, par exemple, de la pratique, ils ont les meilleures notes. Je rencontre ces cas, donc, pour des cas comme ça, vraiment, ça arrive. Super. Merci beaucoup, Madame Diallo. Donc, toute approche, on va dire, ou pratique différenciée pourrait servir. Donc, ce que j'entends aussi de ce que vous partagez, c'est de donner de l'importance aussi à une approche différenciée lorsqu'on parle des filles et des femmes dans le cadre du cursus ou bien du parcours professionnel en lien avec les matières scientifiques et la technologie. Non seulement les encourager, mais aussi adapter l'approche d'enseignement lorsque besoin est. Et je vais sans plus tarder passer la parole à M. Jean-Charles Milimono du ministère de l'Éducation en Guinée, chef du service genre et équité. M. Jean-Charles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques recommandations et en dire plus au niveau des initiatives du ministère?
Oui, Vous savez? oui. Ok. Avant les recommandations, j'aimerais parler On vous perspectives. reçoit très mal, je m'excuse. Allô? Allô? Oui, parfait. Là, c'est parfait. Allez-y. Là, on vous a perdu. Monsieur Jean-Charles Milimono, est-ce que vous nous recevez? Oui. Je disais, avant de parler des conformément à la première, alors, en termes de perspective, du gouvernement de la transition, allô? On vous reçoit vraiment très mal. Je vous reçois. Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez vous lancer maintenant? Oui, allez-y. Je disais, en termes de perspective, le Premier ministre du gouvernement de la transition a, dans sa lettre ouverte dans sa lettre de mission aux différents sectoriels, a adressé une lettre aux différents sectoriels. Donc, dans les objectifs de cette lettre de mission, il s'agissait de prendre en compte le genre dans les programmes et projets de chaque sectoriel, en fait. Donc, suite à cela, les actions prises par le service genre et équité jusqu'à date, quand nous prenons notre plan d'action sur les 10 points de notre plan d'action, disons que le budget national de développement n'arrive à prendre en compte que 3 points de ces 10 points. Donc, il s'ensuit que nous souffrons énormément d'un problème de prise en compte de nos activités, malgré que l'objectif est de prendre en compte les activités dans les projets et programmes du service, genre et équité. Donc, nous souffrons, en gros, nous souffrons beaucoup de l'exécution de nos activités sur le terrain. Maintenant, concernant nos propres activités du service genre équité, nous avons, dans un premier temps, grâce à l'aide de nos partenaires du programme clé, qui a commencé un renforcement de capacité des cadres du service genre équité. Mais parallèlement à cela, nous sommes en train en ce moment d'ouvrir nos points focaux dans les 61 établissements que compte l'enseignement technique et la formation professionnelle, depuis Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Donc, ces structures de concentrés nous permettront de prendre en compte toutes les questions liées au genre à travers la remontée de toutes les statistiques liées au genre. Et à travers ces statistiques-là, nous essaierons de pallier toutes les problématiques liées au genre à travers les projets et les projets que nous monterons à cet effet. Maintenant, en termes de recommandations, nous sollicitons vivement, parce que nous en sommes, sincèrement, à franc-parler, nous en sommes à nos débuts. Nous en sommes à nos débuts. Nous sommes en train avec nos maigres efforts, avec nos maigres moyens, avec nos capacités assez réduites, nous sommes en train de mettre en place toutes les statistiques liées au genre. Donc, nous commençons vraiment à zéro, et nous sollicitons sincèrement l'apport des partenaires pour nous aider dans ce sens-là. Parce que sincèrement, nous n'avons à date aucune donnée sur le genre dans l'enseignement technique. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas en mesure d'aller jusqu'à l'intérieur du pays, faire des statistiques, mener des enquêtes et essayer d'avoir une visibilité sur tout ce qui concerne le genre dans nos institutions de formation professionnelle. Donc, voilà un peu en termes de recommandations de mon collègue ici. Il veut ajouter quelques mots là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Milimono. Oui, est-ce qu'on a votre collègue qui est en ligne pour
rajouter quelques mots très brièvement avant que je ne passe aux questions qui sont dans le chat. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, je suis très heureux de participer à cet entretien. Je voudrais dire qu'il y a pas mal d'activités que nous avons planifiées pour l'année 2023. Comme l'a dit tout à l'heure mon chef, sur ces activités programmées, il y a 10 au total, mais il n'y a que 3 qui connaissent un accompagnement par le budget national. Mais notre souhait est de pouvoir réaliser tous les 10 points inscrits dans notre plan d'action. Et la réalisation de ces 10 points du plan d'action nous permettra de résoudre pas mal de problèmes liés à la gestion des genres au sein de notre département particulièrement. Il y a par exemple la prise en compte de tous les étudiants qui souffrent d'un handicap, par exemple, donc qui sont dans des conditions particulières de déficience, soit physique et autres. Il y a aussi un recensement que nous voulons faire au niveau de chacune des institutions pour ressortir le nombre de femmes qui sont à différents niveaux, soit au niveau de l'enseignement, soit au niveau de l'administration. Et cela nous permettrait de sortir une analyse qui nous orienterait vers des propositions faites, qui vont être faites à notre département pour relever le nombre de femmes au poste de responsabilité et ensuite inciter les filles à venir vers les métiers qui étaient initialement réservés aux hommes. Nous avons, comme l'a dit tout à l'heure mon chef, on a fait 4 préfectures où nous avons pu convaincre aussi bien les parents d'élèves et les filles et femmes qui sont dans nos institutions de vraiment s'orienter vers ces secteurs-là, être motivés à affronter ces métiers et à contribuer à relever les défis qui se posent à elles, notamment l'atteinte de l'objectif, par exemple, d'autonomisation des femmes. Ça, ce sont des actions qui vraiment nous ont permis de savoir que c'était vraiment une question d'insuffisance qui était la cause, n'est-ce pas, du manque de filles ou en tout cas de l'absence des filles dans certaines de ces institutions. C'est ce que je voudrais ajouter au commentaire qui a été fait par mon chef. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Milimono et à son partenaire. Donc, je vais tout de suite passer, je vais désactiver votre son un petit moment, mais je vais passer à 4 questions principales qui nous reviennent de la part de l'auditoire en ligne. Et ceci s'adresse donc aux 3 panélistes, ou je pourrais dire aux 4 panélistes qui sont présents pour ce webinaire. Donc, première question, est-ce qu'il est prévu de réviser les manuels scolaires où on trouve beaucoup de stéréotypes sexistes notamment? Donc, on peut penser par exemple au plan sectoriel en matière d'éducation qui touche spécifiquement tous les manuels scolaires donc par pays. Donc là, je m'adresse vraiment à Madame So et à Monsieur Milimono. Est-ce que cette révision au niveau des manuels scolaires est prévue? Quelles stratégies et mesures à entreprendre pour mobiliser plus de jeunes filles intéressées et à s'inscrire à la formation technique? Donc là, peut-être les 3 panélistes pourront y répondre, dont Madame Aïssatou Djibril Diallo. Troisième question, quel rôle du personnel enseignant pour démystifier justement les matières scientifiques, les STEAM, parce qu'on s'entend que ces matières-là sont d'emblée empreintes de beaucoup de stéréotypes et on a tendance à décourager beaucoup les filles d'aller dans les matières scientifiques. Donc, quelles sont les approches et puis peut-être
leviers, outils utilisés par le personnel enseignant. Donc là, peut-être Madame Aïssatou Djibril Diallo, vous pourriez nous en dire plus pour démystifier l'accès au STEAM pour les filles. Quelles sont les approches à succès pour pouvoir corriger justement les clichés sexistes liés au STEAM en milieu scolaire? Et enfin, une quatrième question concernant les statistiques, donc en dehors des données probantes annuelles sur les indicateurs conventionnels du secteur de l'éducation, donc tout ce qui est en lien avec l'accès, la scolarisation, donc le taux de rétention. Que pensez-vous, ne pensez-vous pas qu'il faille concevoir de nouveaux indicateurs pour appréhender des aspects qui sont peu documentés, peu chiffrés en matière d'inégalité basée sur le genre? Donc, c'est vrai que dans la plupart des projets, des rapports qu'on peut lire en lien avec l'éducation, la rétention justement des filles et des garçons d'ailleurs, au niveau de la scolarité, mais on est là pour les filles et les femmes. Donc, on se concentre essentiellement sur l'accès et le taux de rétention et le taux de réussite aussi. Je peux les rajouter, mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne devrait pas prendre en considération donc d'autres indicateurs en la matière, notamment les difficultés spécifiques aux filles en milieu scolaire, donc tout ce qui est violence sexiste, harcèlement aussi, et aussi, on va dire, environnement scolaire. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau du FAWE, justement, en la matière, en collaboration avec le ministère de l'Éducation au Sénégal, de ce que je sais. Donc, peut-être nous en dire plus. Donc, je m'adresse vraiment aux 3 panélistes pour les 4 questions posées. Je pourrais certainement vous les répéter. Nous avons 8 minutes pour ce faire. On peut aller jusqu'à 10 minutes, mais après ça, ça sera la fin du webinaire. Donc, voilà, je vais vous demander d'être assez succinct et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Je vais commencer par Madame Sow. Merci Olga. Oui, je vais essayer d'aller vite. C'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. Sur ces questions, vraiment, on a tellement de choses à dire, mais on va essayer de parler de l'essentiel. D'abord, par rapport au manuel scolaire, effectivement, il y a la réforme ou la révision, on va dire, des manuels scolaires est envisagée au Sénégal. Il y a un projet d'appui pour la réforme des curricula, mais aussi il y a une révision qui a été une commande de révision de manuel, une révision de manuel commanditée par la Confemel au niveau de plusieurs pays, dont le Sénégal. Et parmi les critères les critères qui, en tout cas, permettaient de dire qu'un manuel est bon, il y avait le critère équité, égalité, égalité de genre. Donc, autrement dit, il fallait faire en sorte de voir quels sont les termes sexistes, par exemple, quelles sont les discriminations qui ont été portées dans les manuels et à terme essayer de les corriger. Mais aussi, sur ce plan-là, encore, dans les termes de spécification maintenant des manuels que l'on remet aux producteurs de manuels scolaires, il est expressément dit qu'il faut lever toute discrimination à l'égard des filles et des femmes. Et on sait qu'en parlant de discrimination, il peut y en avoir au niveau du nombre. On peut mettre des hommes on peut faire en sorte que les hommes soient beaucoup plus représentés. C'est une forme de discrimination. On peut leur donner le meilleur métier. On peut donner juste des métiers au bas de l'échelle à des femmes. C'est une forme de discrimination. Certains termes, etc. Donc, c'est vraiment tout un dispositif de critères mis en place pour lever cela. Ça, c'était pour les manuels. On aurait pu en dire plus, mais bon, on va aller très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour les inciter à la formation technique. Au Sénégal, nous avons des lycées techniques, hein. Nous avons des lycées spécifiquement techniques où des garçons et des filles sont orientés, mais il est vrai que les garçons sont plus promptes à y aller que les filles. Là aussi, il faut faire quelque chose. Et j'en profite pour dire qu'il ne faudrait pas que nous prolongions les stéréotypes en allant dire tel métier, il faut orienter les filles, les encourager dans tel métier et pas dans tel autre. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous pensons que tous les métiers sont faisables aussi bien par les hommes que les femmes. Et donc, cela dépendra tout simplement des dispositions de tel ou tel pour pouvoir faire tel ou tel métier, de la motivation de chacune et chacun. Et nous essayons tout simplement de les motiver à adopter les métiers dits du futur, les métiers d'avenir, qui sont des métiers liés aux sciences, aux technologies. Et donc, ces métiers-là, moi, je n'en vois pas particulièrement un qui est susceptible d'appartenir à un garçon ou un autre qui serait mieux pour une fille. Et je crois que dans l'environnement social où nous évoluons, nous voyons que les filles sont capables de faire tous les métiers. Aussi, il y a une question très intéressante aussi, c'est par rapport aux données. Moi, je crois que, en tout cas, pour le rapport du Sénégal, le RNSE du Sénégal, le rapport national du secteur de l'éducation, il n'y a pas que l'accès et le maintien. Je disais qu'il y a une cartographie des vulnérabilités. Je ne l'ai pas dit, mais il y en a. La cartographie des violences scolaires, c'est-à-dire où est-ce que nous notons les violences, qui a subi les violences, quelle violence il ou elle a subi, cela se retrouve dans le RNS. Et chaque année, toute donnée susceptible de pouvoir aider à prendre les bonnes décisions pour corriger revient dans le rapport dans ce rapport-là. C'est-à-dire, on peut avoir un critère, un axe qui n'y était pas l'année passée et qui va y figurer l'année prochaine, justement. Et donc, au Sénégal, non seulement il y a cela qui se fait, mais le Sénégal a récemment demandé à l'UNICEF de lui faire une étude justement sur les violences en milieu scolaire. L'étude est une étude sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal, violences affectant les apprenants, désagrégés pour savoir quel type de violence les filles ou les garçons, les filles en particulier, ça, on a montré que les filles sont plus victimes, bien entendu. Quelle violence les filles ont subi? Est-ce physique, est-ce psychologique? À quel niveau? Est-ce à l'école? Est-ce à la maison? Est-ce dans l'environnement scolaire, etc.? C'est pour pouvoir justement aider à la prise de décision pour corriger. Et donc, voilà toutes ces choses qui se font. On aurait pu en dire davantage plus, mais je vais m'arrêter là. Je crois que le temps... Merci beaucoup, Madame So. Vraiment, je souris, mais c'est super intéressant et enrichissant ce que vous amenez. Mais malheureusement, comme vous le savez très bien, le temps nous est compté, donc je vais laisser la parole aux autres panélistes avant de continuer. Et je rappelle juste pour information, je demande aux panélistes de rester après la fin du webinaire pour une discussion entre nous, comme on dit, pour quelques minutes, ne vous en faites pas. Madame Aïssatou Diallo, peut-être donner quelques éléments de réponse par rapport aux questions qui ont été posées, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous avez peut-être est-ce que vous pouvez témoigner par rapport aux changements durant ces dernières années ou pas, en fait, d'ailleurs, au niveau des stéréotypes qu'on peut retrouver dans certains manuels scolaires, dans certains cas pratiques mis de l'avant? Et quelle stratégie mesure entreprendre pour mobiliser les jeunes filles à s'intéresser davantage aux formations techniques? Vous avez déjà énuméré certaines recommandations. Donc, peut-être faire fi de cette question-là, mais en tant que personnel, en tant qu'enseignante, quelles sont peut-être vos approches, stratégies pour démystifier les matières scientifiques et technologiques auprès des filles et des femmes? La parole est à vous, très brièvement. Vraiment, merci pour cette question. Je vais commencer par la dernière. Les approches que je propose.
afin d'aider les filles à vraiment aimer les métiers de l'enseignement technique, c'est d'abord de communiquer aux autorités, de communiquer sur les débouchés des matières liées aux TIC, de sensibiliser, de former, d'instaurer des outils de motivation tels que les tableaux d'honneur, le tutorat, les prix des meilleures apprenantes et enseignantes. Ces facteurs peuvent vraiment motiver les filles à aimer les TIC et aussi à favoriser vraiment leur réinsertion dans le milieu professionnel. Ça, c'est primordial. Après la formation, les autorités à tous les niveaux, les acteurs internationaux, de nous aider vraiment à l'insertion de ces filles afin que d'autres filles, à travers celles-ci, choisissent vraiment les métiers des technologies. Maintenant, en tant qu'approche aussi, nous avons beaucoup parlé des filles. C'est normal de parler des filles puisque nous sommes dans le mois de la femme, à ne pas oublier les handicapés. Dans la classe, nous avons aussi des apprenants handicapés, garçons et filles. C'est de nous aider vraiment à les encadrer afin que vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Puisque, à mon avis, ce qui compte, c'est l'aptitude. Ce n'est pas l'apparence physique. Comme on l'a dit, le sexe n'a pas de genre. C'est ce que j'ai donné comme approche afin de corriger le fossé numérique. Merci beaucoup, Madame Diallo. Merci infiniment. Peut-être un dernier mot pour Monsieur Milimono, Jean-Charles. Quelle dernière recommandation vous pourriez donner en réponse aux questions qui ont été posées par notre auditoire, donc les personnes qui nous ont suivis, et je les remercie vivement, chaleureusement, malgré le temps de retard que nous avons. Donc, Monsieur Milimono, est-ce que vous pouvez dire vraiment très brièvement une recommandation en lien avec les questions qui ont été posées? Déjà, merci de nous donner déjà cette opportunité. On vous reçoit très, très faiblement. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez peut-être vous approcher du micro ou peut-être augmenter le son? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on vous reçoit très, très faiblement. Vous me recevez? Oui, c'est parfait. Voilà. Alors déjà, merci à vous, aux autres, de nous donner cette opportunité-là, de nous exprimer, d'exprimer nos besoins. C'est déjà en soi une recommandation, puisque déjà, nous n'avons certes avec les moyens du bord, mais avec les partenaires que vous êtes pour. Notre recommandation, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure mon nous avons sincèrement besoin de taux d'appui technique dans la prise en compte du genre pour la réalisation de nos actes du genre. Donc, si M. Coulibaly aussi a quelque chose à ajouter, ce serait la Très, très brièvement, Monsieur Coulibaly, vous avez 1 minute, pas plus. Merci déjà à toute l'équipe pour ces différentes idées qu'on a partagées ensemble, c'est beaucoup, ça nous édifie. Donc, pour dire mes recommandations, je souhaiterais que les partenaires potentiels puissent nous appuyer effectivement dans l'accomplissement de nos différentes activités, la mise en œuvre de nos activités, et ça va être un moyen pour
rapprocher davantage les filles et les femmes, pas dans l'atteinte de leur objectif d'autonomisation. Parce que tout ce qu'on dit, que la femme soit inscrite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit à mesure de pratiquer un métier, qu'elle soit autonome. Donc, nous avons ça comme objectif fondamental et je pense qu'avec l'appui des partenaires, nous pourrons, dans un bref délai, atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup à M. Milimono et à votre collègue pour cet enrichissement et puis apport et recommandations en matière d'accès aux filles, aux femmes, aux STEAM et aux TIC. J'aimerais prendre l'occasion vraiment de remercier vraiment toutes les personnes participantes à ce webinaire qui sont là avec nous en ligne depuis midi, heure de Montréal. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le décalage horaire dans tous les pays, mais merci beaucoup. Donc, le webinaire sera rediffusé sur nos réseaux sociaux. Toutes les personnes qui sont intéressées aussi à en savoir plus sur le programme clé, je vous invite à suivre notre page Facebook et notre site web donc du programme clé, PCV, clé.ca, devenir volontaire infopratique. Donc, vous avez toutes les informations à ce niveau-là. Ne répondez pas n'oubliez pas à répondre au sondage d'appréciation. Si vous êtes une personne nouvelle aussi qui découvrez en fait le programme clé via ce webinaire, ça nous fera plaisir en fait d'avoir votre appréciation et réponse suite à ce webinaire. Vraiment, j'aimerais aussi évidemment prendre l'occasion de remercier nos panélistes et chaleureusement, donc Madame So, Madame Djibril Diallo et Monsieur Milimono et son collègue depuis la Guinée. Merci d'avoir pris part et fourni toutes ces informations enrichissantes dans le cadre de ce webinaire concernant l'accès aux filles et aux femmes au STEAM dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et des filles. Merci beaucoup. Nous restons à l'affût et j'aimerais tout simplement rappeler pour tout notre public et également pour nos panélistes que le programme clé est en action dans le cadre de multiples projets via nos conseillers et conseillères en égalité de genre et inclusion dans les 6 pays d'intervention que nous avons, donc au Rwanda, en Guinée, au Sénégal, au Togo, au Bénin et évidemment en engagement public au Canada. Donc, vraiment, merci à tous mes collègues qui sont sur le terrain, entre guillemets, et au Cameroun. J'oubliais le Cameroun, mais évidemment, le Cameroun, je le mentionne. Merci à ma collègue aussi de le rappeler, mais je l'avais en tête. Je me disais bien qu'il manquait un pays. Merci vraiment à mes collègues et pairs qui font un excellent travail auprès de tous nos partenaires et également à la chargée de partenariat, Salamatou Konchik. Je pense que parmi ici présent au niveau des panélistes aussi, vous connaissez. Merci pour tout le travail que vous fournissez dans les différents pays, notamment en matière de renforcement de capacité, de connaissances, d'accompagnement et d'appui auprès de nos partenaires dans le cadre du programme clé et pour tout ce qui est projet en matière de promotion d'égalité de genre, mais surtout d'accès au STEAM et au TIC pour les filles et les femmes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, et je demanderai, et sur notre site web évidemment, et je demanderai à nos panélistes de rester en ligne. Merci et à bientôt pour un prochain webinaire.